Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. En vidéoconférence, le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie échange avec Chalco sur les études de faisabilité d'une raffinerie d'alumine. Il s'agit là de la présentation d'une étude de faisabilité dans le cadre de la convention que la société a signée avec le gouvernement en 2018 pour la réalisation dans une seconde phase d'un projet d'usine d'alumine. Comme vous le savez, c'est la transformation de la bauxite en alumine, en matière semi-fine, en produit semi-fini. Donc c'est cet objectif-là que tous les Guinéens souhaitent de leur vœu qui est en train de se réaliser grâce à l'insistance et à la persistance du président de la République, le professeur Fakonde, qui nous a dit de suivre de près ce partenaire qui semble très sérieux, Chalco, qui déjà exécute son projet à Bofa, dont on voit les effets concrets sur le terrain. Nous suivons donc le projet. L'usine d'alumine, le produit transformé en semi-fini, c'est l'étape difficile dans la filière bauxite alumine. La mise en œuvre de ce projet évolue et le département se dit content qu'une étude solide soit présentée. Le département de l'environnement aurait déjà reçu une note concernant l'étude d'impact environnemental déjà finalisée. Une étude qui porte sur la transformation de la bauxite en alumine en produit semi-fini. Nous avons un projet de 2 millions de tonnes de capacité par an, 2 millions par an. C'est pas rien, c'est très important. Ça commence déjà à faire une usine moyenne de l'alumine. Et la capacité initiale, ça va être 1 million et ça va être aller crescendo pour atteindre la capacité maximum de 2 millions de tonnes par an. Nous avons un coût total d'investissement de 1 milliard 27 millions de dollars et ça va se réaliser en 36 mois. Déjà, le département garde à lui une convention qui définit un certain nombre d'avantages pour le projet. Les travaux de construction commenceront dès que l'étude de faisabilité sera approuvée. Des pioches, des burins et marteaux pour s'offrir une route. Sur cette route, 3 coups de pioche ne suffisent pas pour fendre une roche. Nous sommes bien à Solo, dans la préfecture de Gawal. La voie relie la sous-préfecture de Touba à celle de Malantan, distante de près de 5 km. Elle est la plus redoutée des conducteurs. Chaque année, c'est le même problème et tout se passe avec les moyens de bord. Nous sommes contents pour les autorités, nous les remercions pour tout. Mais elles n'ont qu'à nous aider à gratter cette route. Ce n'est pas ici seulement, elle est complètement gâtée. L'année dernière, au moins 6 véhicules sont tombés en panne ici. J'invite tout le monde à travailler avec la main pour fermer ces trous en attendant que le gouvernement n'ait des moyens pour nous aider. Ici, impossible de dépasser les 30 km par heure. Chaque mètre est à négocier pour les motards, mais aussi pour ces camions. Un calvaire indescriptible pour les usagers. Ils demandent l'implication du ministère des Travaux publics pour assouplir leur souffrance. Nous construisons la route avec nos mains. Nous n'avons pas eu de soutien. Pourtant, nous sommes plus de 36 villages à l'utiliser. Malgré nos efforts, nous ne sommes pas équipés contre les montagnes et la fabrication des ponts. Le gouvernement n'a qu'à nous aider. Nous souffrons énormément ici. Sur cette route, on peut s'interroger si l'État est présent dans la localité. Seuls les ressortissants réunis en association viennent l'entretenir comme ils peuvent. La route là relie Gawal à Lelouma en passant par Touba, Amdalaï et Malanta. Mais elle n'arrive pas à Lelouma à cause du pont qui est toujours en construction. La construction de cette route devrait permettre la fluidité entre la sous-préfecture de Touba et la préfecture de Lelouma. Depuis plus de 40 ans, ce rêve n'est toujours pas réalisé, faute de moyens. Nouvelle alliance des partis politiques pour le développement NAPD vient de naître. Ces formations politiques, au nombre de 6, comptent mutualiser leurs efforts en vue de présenter un candidat compétitif à la présidentielle prochaine.
La poursuite du combat contre la pauvreté, l'ethnocentrisme et l'exclusion, la promotion de la compétence et du savoir-faire indépendamment des considérations relatives au sexe, à l'ethnie, à la religion, à l'obéissance politique ou philosophique, la promotion du panafricanisme et la coopération internationale en général. Le choix de ces candidats se fera sur des critères bien précis, parmi lesquels la lutte contre la corruption, un énorme défi à relever, et les organisateurs en sont conscients. Il faudrait que ce candidat combatte impitoyablement la corruption. Alors, décidément, c'est là où nous allons avoir un problème de choix. Parce qu'aucun Guinéen ne donne l'impression aujourd'hui de pouvoir combattre efficacement la corruption. Ces leaders politiques se réclament du centre. Pas question de boycotter la prochaine élection présidentielle. Nous sommes positionnés. Nous allons évaluer les candidats. Nous allons discuter avec eux. Celui qui fera notre affaire, nous allons le soutenir. Il faut que ce soit clair et net. Les menaces proférées par le syndicat national des enseignants des écoles privées de Guinée, SYNEPGUI, a eu un effet dans la plupart des écoles privées de Conakry. C'est le cas de ce groupe scolaire privé de Lambagny qui n'a enregistré la présence d'aucun élève alors que le syndicat a appelé l'ensemble des enseignants du secteur privé à observer une grève dès la reprise des cours ce lundi 29 juin. La reprise ne peut pas être effective parce que, comme vous le constatez, il y a encore des fondateurs qui s'entêtent, qui ne veulent pas satisfaire à nos différentes revendications. Donc, pour le moment, comme nous l'avons souligné, tant que les enseignants du privé ne sont pas satisfaits, il n'y aura pas cours dans les écoles privées du pays. Cet appel à la grève par des enseignants du privé semble être suivi dans cet établissement privé de Lambagny. Les enseignants, dans leur mot d'ordre de grève, réclament 4 mois d'arriérés de salaire aux fondateurs des écoles privées de Guinée. Le paiement intégral des arriérés de salaire aux enseignants. Et en plus de cela, nous voulons des garanties pour les années à venir. Nous voulons quoi? Que les enseignants du privé soient déclarés et immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous voulons quoi? Nous voulons que les enseignants du privé vivent maintenant du fruit de leur travail. Donc une augmentation à 100% des salaires. Au groupe scolaire Hamas, c'est le même constat. Nombreux sont des élèves qui se sont présentés ce matin, mais par manque d'enseignants, ils ont dû quitter les salles. Oui, nous sommes venus le matin, mais on n'a pas trouvé de professeur. C'est-à-dire, hier aussi, on était là, on a reçu 2 professeurs. Il y a les professeurs aussi qui sont venus tardivement. Et à l'autre, on reçoit les informations soi-disant que les professeurs n'ont pas de transport pour venir nous entretenir. Aujourd'hui, nous sommes là. Aussi, la même chose s'est reproduite. Les enseignants du secteur privé, faut-il le rappeler, n'ont pas été pris en charge dans le plan de riposte économique présenté par le gouvernement. Les écoles risquent de connaître des perturbations les semaines en cours. Toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite tous deux à lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Il n'y a pas une journée où nous ne prenons pas des décisions. Pas une journée où nous n'avons pas anticipé, toujours par rapport à l'OMS et à l'ECDC. Nous sommes toujours en avance par rapport aux décisions internationales. Donc, en aucun cas, je peux vous dire qu'en aucun cas, je peux laisser dire que le ministère de la Santé a été lent. Vers la mi-décembre, en prenant connaissance de ce tweet. Quand nous savons qu'il s'agit d'un coronavirus, et voilà, je parle des mesures de gestion aux frontières. Commandons des masques et faisons un stock d'État, il n'existe pas. Voilà, donc cette commande, moi je demande qu'elle soit faite. Moi ce que j'acte à mon niveau, c'est la création d'un stock stratégique de masques FFP2. Un stock d'État de masques FFP2. Après, ce sont les services qui décident de la quantité. Et le CDC rajoute le risque associé à l'infection par le Covid. Comment aurais-je me présenter devant vous aujourd'hui si j'avais remis dans le circuit sanitaire des masques périmés?
C'était pas ma question. Non, mais c'est parce que je vois ce débat et les prises de parole des uns et des autres, et voilà, par rapport à la gestion des stocks de 2018 et 2019, j'assume parfaitement les décisions qui ont été prises par mes services et par mon ministère. À tous ceux qui, parmi nous, ont été touchés.